Bienvenue à tout le monde à Passion MLB, le podcast épisode numéro 6 de notre podcast qu'on a commencé il y a 6 semaines. En fait, c'est le sixième épisode déjà. Très content de vous savoir au rendez-vous. On voit l'engagement là, que les derniers podcasts ont généré, autant sur le live, parce que ceux qui nous écoutent en direct savent que les jeudis 20h, on est sur Facebook, sur X et sur YouTube pour répondre à vos questions. Et ceux qui nous écoutent aussi en version podcast par la suite, qui peuvent nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Donc, ce sont les deux façons de nous écouter et vous êtes de plus en plus nombreux, oui, à le faire. Donc, merci pour ça. C'est un plaisir d'être là à chaque semaine et d'être accompagné du collègue Sébastien Berroir avec qui j'ai le podcast. Sébastien, comment ça va? Ben, moi, ça va aussi bien que les Yankees en ce moment, mais ce qui m'inquiète, c'est toi, comment ça va? Écoute, si tu veux y aller dans cette optique-là, je pense que ça va mieux que les Jays. Sinon, Ah il y bon, aurait c'est vraiment. bon. Si je te réponds le contraire, si quelqu'un te répond le contraire, ça vient avec la question, parle-moi un peu, il y a des ressources. Oui. Parce que on en parlera dans les prochaines minutes, évidemment, là, dans notre bloc hebdomadaire consacré aux Blue Jays, mais c'est pas la grande forme présentement là, du côté de Toronto. Il y a des équipes qui sont plus hautes. Sébastien, avant de commencer, je veux te demander, le baseball a commencé la semaine dernière, on avait lancé le tout avec un épisode spécial avec les boys de la Triple Menace qui étaient avec nous. Cette semaine, on fait ça en duo pour recalibrer le tout. Il y avait peut-être trop de monde, là, il n'y en aura pas assez. On verra, on trouvera un juste milieu, mais là, on est juste les deux. Une semaine après le début du baseball, es-tu content d'avoir quelque chose à faire de tes soirées? Parce que moi, je suis persuadé que tout l'hiver, tu faisais juste te tourner les pouces en disant, mais où est le baseball, mais où est le baseball? Oui, exactement. Toutes mes soirées, j'ai rien fait de l'hiver. Donc là, c'est le fun de recommencer à faire quelque chose. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, peut-être à part aujourd'hui, où est-ce qu'il y a moins de matchs, là, tantôt, on va Ouais. avoir un excitant match entre les White Sox et les Royals. J'ai vraiment hâte. Il faudrait qu'on fasse ça assez Enfin. vite, là. Oui, enfin, on l'attend. Ouais, ouais. Non, mais sinon, c'est vraiment plaisant d'avoir de la balle. Tu sais, on a des matchs en après-midi, on a des matchs en soirée. Donc, on peut suivre ça attentivement. Puis, on a vraiment eu un bon début de saison jusqu'à maintenant. Je ne parle pas des Jays, je parle des autres formations de la MLB, mais non, c'est vraiment plaisant de retrouver cette excitation-là. J'ai le feeling que tu as plus de fun que John Schneider. Ça se peut-tu? Ben, tout le monde a plus de fun que John Schneider en ce moment là. Écoute, allons disséquer le sujet pour vrai. Lançons-nous, Sébastien, si tu le veux bien, sur notre blog sur les Blue Jays. Okay, Blue Jays, let's play ball. Blue Jays de Toronto qui vont mal. Ça peut-tu être juste ça ma question, puis je te lance? Les Blue Jays vont mal? Oui, je vais te répondre oui. OK, ça va faire un bon podcast, hein? On va Oui, parler c'est en ça. monosyllabe. Écoute, les Blue Jays, on l'a vu, sur les 7 premiers matchs, 3 victoires, 4 défaites. Il y a 6 matchs, Sébastien, qui ont été sans équivoque, c'est-à-dire au moins un 4 points d'écart. Là-dessus, il y a eu 2 victoires. Ça veut dire qu'il y a eu aussi 4 dégelés ou 4 matchs où la défensive, les lanceurs n'ont pas forcément fait le travail. Il y a eu un match serré que les Blue Jays ont trouvé le moyen de gagner. C'est ça la seule petite victoire de la saison, c'est que le match serré, ils ont réussi à le gagner? Oui, c'est une petite victoire. Puis par la suite, celui qui a fait gagner ce match serré-là était bien assis à côté de John Schneider sur le banc. Donc, Ouais. oui, tu sais, présentement, mais tu as parlé de la défensive des lanceurs, mais il y a tellement de pression qui est mise présentement sur ces lanceurs-là parce que l'attaque ne va nulle part. Chez les Jays, on est la première formation, et là, je le mentionne, de l'histoire à subir un match sans point de coup sûr et un match d'un seul coup sûr dans les 7 premiers jours de la saison. Donc, c'est pas très reluisant en ce moment. Puis, tu sais, Don Mattingly qui nous disait haut et fort que les frappeurs des Jays avaient changé leur approche, ben on le voit pas vraiment. Là, c'est le bon vieux Vladimir Guerrero de l'an dernier qui s'élance sur des tirs à l'extérieur de la zone des prises, surtout au point extérieur, qui veut tirer la balle. Au camp d'entraînement, on le voyait pousser la balle dans les allées. Présentement, il ne le fait pas. Il veut tirer la balle, il veut la sortir du stade, puis ça ne fonctionne pas. Puis là, on va revenir là-dessus, mais encore là, l'alignement offensif de John Schneider présentement, c'est pas le bon, puis on a les résultats sur le terrain. C'est fascinant de voir que on dirait qu'après le top 4, tu sais, t'as George Springer, t'as Guerrero Junior, t'as Bo Bichette, t'as Justin Turner. Le bas de l'alignement arrive rapidement. Puis il arrive encore plus rapidement quand Bo Bichette a mal au cou pendant 2 matchs puis qu'il peut pas jouer.
que tu as Justin Turner qui frappe 3, que tu as eu Dalton Varsho qui frappe 4. Dalton Varsho qui frappe 4, c'est pas une bonne équipe offensive. Là. On va régler ça tout de suite. Là. Non, ça fonctionne pas. Puis oui, le bas de l'alignement arrive très rapidement dans ce rôle offensif-là, mais le haut de l'alignement, présentement, à l'exception de Justin Turner, ne fait pas le travail. Donc, le bas de l'alignement fait ce qu'il peut. Oui, il arrive très tôt, mais il faut que les meneurs de cette équipe-là tirent le club vers le haut. Puis quand tu as un gars qui te fait gagner en Davis Schneider une rencontre si importante, puis que tu l'assois sur le banc par la suite, mais ça n'envoie pas un bon message. Puis lui pourrait peut-être s'insérer dans le haut de l'alignement pour quelques rencontres, essayer de changer un petit peu la dynamique de cette équipe-là, mais on ne le fait pas. Ouais, mais tu sais, Sébastien, il ne faut pas que tu oublies qu'il affrontait un lanceur qui lance des rapides haut dans la zone, puis lui, il n'est pas bon pour les rapides haut dans la zone. C'est important, ça, pour un gars qui vient de frapper un circuit, tu sais. Mais Tellement sérieusement, important. Oui, vas-y. tu sais, sur une note plus sérieuse, on comprend cet argument-là. On comprend qu'il y a des données qui servent à aider les équipes à prendre des décisions. Ceci étant dit, si tu avais un alignement parfait, c'est une chose. Mais tu avais Isaiah Kanner-Falefa qui est pas bon contre les rapides, pas bon contre les courbes, pas bon contre les glissantes, puis pas bon contre peu importe le lancer que tu me nommeras. Moi, il est là le problème que j'ai avec cette décision-là. Outre le fait que essaye d'utiliser un petit peu le feeling de la game puis te dire ouais, ok, j'ai un gars qui est hot, je vais essayer de le garder dans l'alignement. Il est là le problème, c'est que ton bas d'alignement, il est pas parfait. Et je le répète, IKF jouait le match après le coup de circuit de David Schneider et ce dernier ne jouait pas. Il est là le problème pour moi. Ah, c'est en plein ça. Puis IKF, c'est un joueur d'utilité, c'est un joueur de banc qui doit rentrer dans des matchs ou qui doit remplacer des joueurs. Mais là, de le faire prendre la place de Schneider qui t'a fait gagner la veille, tu sais, si tu es pour faire, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais si tu es pour faire entrer un Teoscar Hernandez, un Marcus Semien, un Lourdes Gurriel à la place de Schneider, on comprend tous, mais ils ne sont plus là. Et là, tu rentres un IKF à sa place. Donc, ça n'a rien comprendre. On a d'ailleurs, tu parlais là, de certains anciens joueurs. On a des commentaires justement sur la direction là, de l'équipe. David Gosselin ici qui nous dit Atkins est la marionnette pardon, de Shapiro. Probablement en réponse à un commentaire là, de Patrick qui nous dit Atkins devrait être congédié pour ses échanges, justement, Gurriel Moreno et Hernandez. Dans le passé, il y a eu des bons joueurs qui ont joué dans cette formation-là, qui ont fini par partir, que le club n'a pas réussi à retenir. Ça va jouer contre le DG si jamais cette fiche-là continue. Là, je ne sais pas si un congédiement peut avoir lieu en cours de saison du côté de Toronto, mais c'est sûr qu'en ce moment, le DG Atkins ne doit pas se sentir totalement en confiance à Toronto. Là. Non, exactement. Puis on en avait parlé dans les premiers épisodes du podcast. On le sait que les Jays ont une moins bonne formation que l'an dernier. Donc, il y a certainement une part du blâme qui revient à Atkins. Je n'ai pas l'impression qu'il va perdre son emploi pendant la saison. Il va peut-être essayer de le sauver en congédiant, John Schneider, par contre. Mais oui, Atkins a une part du blâme, Schneider également. Peut-être que Schneider n'a pas nécessairement tous les éléments pour avoir un club qui peut espérer remporter les grands honneurs, mais il doit prendre des meilleures décisions. Puis on le sait qu'il y a quelques décisions, pour ne pas dire la plupart, qui sont prises par le département des petits génies, que j'appelle là, le département de l'analytique, que j'adore. Mais John Schneider doit mettre ses culottes, doit prendre des décisions. Entre toi et moi, je ne pense pas que Bruce Bochy fasse faire son alignement partant par le département de l'analytique. Il prend ses décisions, il met les joueurs qu'avec son expérience, il pense qu'ils vont performer. John Schneider, je ne crois pas qu'il le fait, a l'air à se fier. Est-ce qu'il a peur de perdre son emploi? On parlait tantôt sur le commentaire d'une marionnette. Est-ce qu'il sent que s'il prend une décision, il pourrait perdre son job? Peut-être, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il le fasse. Tu sais, moi, ce que je remarque dans le baseball, c'est qu'on dirait que les gens veulent toujours une job plus haut, mais veulent toujours faire la job du gars en dessous. Tu sais, regarde, mettons, prenons à Toronto, le coach des frappeurs, c'est même plus lui qui décide parce que c'est Dan Mattingly qui est coordonnateur offensif, une position qui existe au football, mais pas nécessairement au hockey. Pas nécessairement au baseball, excuse-moi. T'as le gérant qui se fait imposer des alignements par le DG, t'as le DG qui se fait imposer des transactions par le président des opérations baseball, puis ultimement, c'est le propriétaire de plus en plus qui décide qu'est-ce qui se passe en dessous. Fait on dirait que dans certaines équipes, puis visiblement, je pense qu'on est en train de le voir à Toronto, une espèce de manque d'équilibre à ce niveau-là, de se dire, tu sais, Bill Belichick, il dit do your job, là, fais ta job. Mm-hmm. On dirait qu'il manque de ça un peu dans ce fond. Oui, puis
C'est de plus en plus le cas dans de plus en plus d'équipes à travers le baseball majeur. Puis est-ce que chacun, selon ses compétences, peut faire son travail? Tu sais, chacun de ces employés-là, si je peux m'exprimer ainsi, ont une tâche à effectuer. Puis là, comme tu l'as mentionné, mais ce n'est pas eux qui la font. Il y a quelqu'un au-dessus qui prend les décisions. Fait que le gérant, au bout de la chaîne, à quoi il sert? Il sert à Mm. s'asseoir dans le dugout puis à passer le match. C'est un peu ça, on dirait qu'on voit. Il y a des décisions qui sont prises avant même que la rencontre débute. On n'a aucune idée comment elle va se dérouler, mais la décision est prise. Ça fait aucun sens. Bon, c'est assez illogique à ce niveau-là, là, je suis d'accord avec toi. Euh, Ici, on a David qui nous dit que BGO est un joueur de banc, ITF est un joueur de banc. Je suis d'accord avec ta lecture de la situation. David qui nous dit aussi d'ailleurs, tu sais, en lien avec ça, qu'il nous manque un joueur de troisième but à Toronto, il manque un joueur de deuxième but. Il manquerait un voltigeur aussi. C'est vrai qu'il y a juste 3 Ouais. voltigeurs dans cette organisation-là, dans le baseball majeur. De la relève aussi. Ceci étant dit, Sébastien, là, il y a évidemment un jour Swanson et Romano qui vont revenir, mais c'est vrai que, comme David le dit, il manque quand même beaucoup d'éléments dans cette organisation-là pour espérer, tu sais, il n'est pas trop tard, là, c'est une fiche de 3-4, on est à 7 matchs début de la saison, là, mais on est en train de dire, si on ne veut pas que la pente continue de descendre pour les Blue Jays, il faut quand même réagir rapidement. On ne peut pas juste regarder ce désastre-là arriver et se dire, ah, ben, des fois on frappe un coup sûr, des fois on n'en frappe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Tu sais? Oui, exact. Si moi, toi, les auditeurs le voient, j'ose croire que l'état-major des Blue Jays le voit aussi. On le savait avant le début de saison qu'il manquait des éléments. Comme tu l'as mentionné, oui, en relève, là, il nous manque des gars, mais ils vont revenir. Donc, ça devrait se placer à ce niveau-là. Puis, tu sais, je ne pense pas que la relève soit tant à blâmer dans les défaites des Blue Jays, là. C'est vraiment l'attaque qui peine à performer. Donc, oui, il va falloir l'adresser. Tu sais, on l'a mentionné, la fenêtre se referme sur les Blue Jays. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour gagner. Puis là, présentement, il est encore beaucoup trop tôt, mais si ça se poursuit, on est en train de gaspiller une des dernières chances qu'on a de gagner un championnat ou au moins de se rendre un petit peu plus loin. Jeff ici qui nous demande comment le DG des Blue Jays peut-il encore garder son poste après avoir fait régresser l'équipe. On en a glissé un mot un petit peu plus tôt, mais on va leur dire, Sébastien, en quelques mots, il va falloir quand même que son équipe là, se relève pour qu'il puisse espérer garder son emploi parce qu'on ne voit pas un monde dans lequel il n'y a pas de victoire en séries éliminatoires et dans lequel il peut garder son emploi aussi. Là. Donc, ce sera évidemment très important. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que tu regardes un dossier comme Atkins, bientôt, là, donc pas à la fin de cette saison, mais l'autre, il va avoir des grosses décisions à prendre avec Beau Bichette et Vladimir Guerrero Jr. qui vont devenir agents libres. Et il y a beaucoup de commentaires, Sébastien, là-dessus à ce niveau-là depuis le début du live. Jeff Baudin qui nous dit Guerrero et Bichette vont vouloir partir. Mon père, qui est toujours présent au live, on le salue, qui trouve que Bichette est trop soft à l'arrêt-court. On a un autre commentaire aussi de Sylvain à ce niveau-là qui dénote un manque de sérieux de la part de Junior et de Bichette et que ça se poursuit encore cette année. Guerrero, ça avait fait vraiment jaser en séries éliminatoires là, quand il regardait les nuages passer, quand il s'était fait épingler par Correa dans le match numéro 2, si je ne me trompe pas. C'est deux gros dossiers, puis je me demande si on fait confiance à Atkins et Shapiro pour les chapeauter présents. Bien, c'est sûr que ça va dépendre des résultats dans les 2 prochaines saisons, dont celle qui vient de débuter. Si ça ne se passe pas bien, je ne peux pas voir un Ross Atkins traiter ces dossiers-là. C'est beaucoup trop important pour l'avenir du club. Tu sais, est-ce que tout le blâme est sur lui? C'est sûr que non. Mais c'est sûr et certain que ça en fait partie. Puis à un moment donné, c'est la progression aussi. On ne s'attend pas à ce que l'équipe nécessairement remporte la Série mondiale. Il y en a seulement une par année qui la remporte, mais on doit voir une progression dans cette formation-là. Puis là, on ne la voit pas présentement. On dirait qu'on est en train de stagner pour mille et une raisons, mais ça va devoir être adressé. Mais tu sais, Sébastien, en même temps, on dit tout ça, puis on jase, puis on jase. Mais tu sais, tu as les sauveurs Alec Manoa et Joey Votto qui s'en viennent éventuellement. Là. Si c'est pas une lueur d'espoir, je me demande c'est C'est rien du tout. Donc, si on se fie au retour d'Alec Manoa et à l'arrivée de Joey Votto pour changer la dynamique, l'esprit dans ce club-là, ça ne va pas très bien. On a beaucoup de frappeurs de choix, puis on a beaucoup de joueurs d'utilité dans ce club-là. Puis ça fait partie, entre autres, du problème. Puis présentement, le problème, il n'est pas sur la butte, donc ce n'est pas un Alec Manoa qui va changer quoi que ce soit.
Ceci étant dit, prenons cet exemple-là, puis adaptons-le, tu vas voir ce que je veux dire. Michel, là, qui est en effet très d'accord avec nous, là, Sauveur et Manoa dans la même phrase, pas exactement d'accord avec ça. Euh, David aussi qui vient de nous écrire là, sur Manoa, Dieu dicte un peu trop ses agissements. On se souviendra des commentaires là, de Manoa à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends un exemple, Bowden Francis, qui n'a pas eu un bon départ contre Houston, puis c'est juste un départ. Évidemment, là, ça peut très, très bien se placer, mais il sait que tu as Yariel Rodriguez qui est dans le 3 présentement, qui est en train de construire son bras pour être un partant. Il sait qu'Alec Manoa s'en vient, puis que c'est un gars qui est aimé par l'organisation malgré tout. Donc, il y a cette certaine lutte-là à l'interne qui s'installe, puis qui se dit, hey, faut pas que je perde mon poste, je veux essayer d'en donner plus. Je suis pas en train de dire que Chris Bassett, qui n'a pas eu 2 belles sorties, va se faire envoyer dans le 3A. On s'entend là-dessus, là, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais il y a quand même certains joueurs qui peuvent avoir cette mentalité-là de se dire, hey, je peux perdre mon poste. C'est la même chose pour un Wes Parsons en relève présentement ou un Nate Pearson ou peu importe, là, les gars qui peuvent être envoyés facilement à Buffalo. À l'attaque, on n'a pas ça. Il n'y a pas ces gros espoirs-là. Tu sais, au camp d'entraînement, là, on avait beau se dire, ah, ben, peut-être que Addison Barger puis que Elvis Martinez vont se battre pour un poste. Ça a pris 2 semaines et demie qu'on les a renvoyés au camp des mineurs. Ils n'ont pas vraiment eu leur chance parce qu'ils ne se sont pas nécessairement démarqués. Les gros espoirs sont arrivés dans les dernières années. Fait que là, tu as qui pour les challenger? Tu as Daniel Vogelbach. Tu sais, tu n'as pas ce challenge-là à l'interne chez les frappeurs. Il n'y a pas de sentiment d'urgence présent. Non, peu importe les performances, la majorité de ces joueurs-là ne seront pas sortis de l'alignement. Puis ça, c'est pas très bon pour l'esprit de compétition puis essayer de se dépasser. On sait que c'est des professionnels qui vont le faire, mais pour certains, ils ont besoin de ce challenge-là, que si ça ne fonctionne pas, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre leur place. Mais présentement, c'est vraiment pas le cas parce qu'on a, comme je le disais tantôt, tellement de joueurs de banc et d'utilité que les joueurs qui sont réguliers ou qui sont dans le haut de l'alignement, il n'y a aucune chance qu'ils soient sortis de cet alignement de frappeurs-là. Puis là, présentement, bien, à l'exception de Justin Turner, George Springer frappe en dessous des 200, comme Beau Bichette. Vladimir Guerrero, c'est très difficile aussi. Même si sa moyenne est un petit peu plus élevée. Donc ces gars-là vont rester là, puis ils n'ont aucune pression. C'est sûr qu'ils ont la pression de performer, mais ils n'ont pas la pression de perdre leur job si jamais ça ne fonctionne pas. On verra jusqu'à quel point le sacro-saint leadership pourra faire une différence. Justin Turner qui a eu des bons matchs. Il y a eu un bon match la journée où les Blue Jays ont gagné contre Houston. Il y a eu un bon match dimanche contre les Rays. Ça va prendre quelques matchs à ce niveau-là, mais on s'entend, là, si tu te fies juste à Justin Turner, c'est pas le signe d'une organisation en santé non plus. Là. Non, puis le leadership, c'était pas supposé venir de George Springer. Il me semble que c'était supposé être le leader qui allait s'occuper des jeunes, qui allait tirer ce club-là vers le haut, mais présentement, on ne le voit pas vraiment. Quand ça ne fonctionne pas pour George Springer, on dirait que son leadership est mis de côté. Puis là, présentement, on l'a vu l'an dernier, c'était la même chose. Présentement, ça ne va pas très bien. Puis on dirait qu'il ne prend pas ce rôle-là. Je ne dis pas qu'il le prend à la légère, mais je pense qu'il pourrait avoir un plus gros impact dans cet abri-là. Pour terminer là, sur les Blue Jays, Sébastien, on a un commentaire de Michel ici qui nous dit j'aimerais comprendre c'est quoi le problème avec John Schneider. Pourquoi il emploie jamais le frappé court ou le vol de but? Il n'y a pas d'imagination à l'attaque. Puis ça m'a frappé. C'est une bonne question, Michel, parce que j'écoutais une des parties à Sportsnet cette semaine. Je pense que c'est celle de mercredi, mais je ne suis pas certain. Mais à un certain point, ils ont mentionné que les Blue Jays n'avaient pas de tentative de vol depuis le début de la saison. Pas de vol, pas de tentative de vol. Puis ça faisait déjà un 5-6 matchs que la saison était commencée. Donc, moi, ça m'a frappé. Puis c'est pour ça, Michel, que je dis que c'est un bon commentaire là, que tu nous envoies là. Je peux penser aussi, pendant le match en point ni coup sûr, tu arrives dans le bas de l'alignement comme ça. Pourquoi tu as Daniel Vogelbach qui est assis sur le banc? Pas nécessairement le joueur préféré de tout le monde, mais il est là pour ça. Il est là pour frapper. Il est gaucher. Il arrive avec de la puissance. Pourquoi tu le laisses assis sur le banc puis tu laisses le storyline devenir que tu n'as rien fait pour empêcher le match en point ni coup sûr comme ça? On dirait qu'il cherche le trouble, Schneider, puis je sais que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Là, je te connais. Oui, je ne m'obstinerai pas avec toi là-dessus. Mais si je ne me trompe pas, je pense que les Jays ont eu leur premier vol de but dans la dernière rencontre avec Kevin Kiermaier. Donc, tu sais, Il y a David ici qui nous dit que c'est avec IKF qu'il y a eu ou justement la peut-être première IKF. tentative de vol. Je Je me l'avais trompe. oublié en effet, mais un
7 matchs. Là. C'est ça, c'est pas normal qu'on ait un seul vol de but en 7 matchs. Puis, comme tu l'as mentionné, on le tente pas. Est-ce qu'on a peur de se faire retirer parce qu'on met tellement pas de coureurs sur les sentiers, on frappe tellement pas la balle en lieu sûr qu'on veut pas perdre ce coureur-là au cas que ça nous coûte un point? Peut-être, mais à un certain moment, il faut provoquer les choses. Puis, tu sais, des fois, un vol de but, un relais au champ centre, le coureur rendu au troisième, puis ça peut être un ballon sacrifice, tu sais. On n'a pas nécessairement besoin d'un coup sûr, mais on ne provoque pas ces situations-là. Tu peux profiter d'une balle passée si tu es au Oui, troisième but. Tu peux en profiter aussi si tu es au premier, mais ça n'a pas le même impact. Donc, c'est ça. non, c'est assez difficile à ce niveau-là. Michel qui nous rappelle que c'était pareil l'année dernière. Donc, c'est visiblement là, une stratégie qui fait en sorte qu'il y a bien des gens qui sont plus capables de John Schneider. Il n'y a Mon pas de père qui nous progression, mentionne. il y a pas d'amélioration. On dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Ouais. Non, exactement. Mon père qui nous mentionne que Roger Brulotte dit qu'on reconnaît un bon gérant à partir de la 6e manche, puis c'est vrai que les 5 premières, t'as pas grand-chose à faire. Quoique les lanceurs partants sont retirés de plus en plus rapidement, là, mais ça, évidemment, c'est un autre débat. Veux-tu revenir là-dessus Euh, ou? non. Non, OK, c'est bon. Sébastien, il y a eu une grosse nouvelle qui s'est passée dans le baseball majeur, donc allons, pardon, à ailleurs dans la MLB. Ailleurs dans la MLB, c'est officiel, les Aces d'Oakland en sont à leur dernière année dans le vieux Colisée du côté de la baie à Oakland. En 2025, on parlera des Aces de Sacramento. Excuse-moi, est-ce que j'ai dit les Non, Aces de non, Sacramento? Je peux pas dire ça parce que le propriétaire, Sébastien, veut qu'on les appelle juste les Aces non, avec t'as pas pas le de nom droit. de ville. Oui, C'est le c'est ça. fun. Ben Les oui, oui, Aces. les Aces tout court. Ça va avec le reste, hein? Oui. Ah, c'est quoi, c'est formidable. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là, tu sais, qui était quand même attendue? On s'attendait à ce qu'ils déménagent à court terme à Sacramento. Ça aurait été beaucoup trop logique de tout de suite les envoyer à Vegas, là où ils vont déménager à long terme, là où ils ont un stade de 3A. Mais évidemment, l'argent parle et le contrat de télé fait en sorte que si tu t'éloignes de la baie, de la région de la baie, ben, tu perds ce contrat de télé-là. Sacramento est à 2 heures de Oakland, donc on perd pas l'entièreté du contrat de télé. Puis entre toi et moi, là, moi je suis à Vegas ou je suis peu importe ailleurs, il y a eu Salt Lake City qui a circulé aussi. Là, je veux pas payer cher un contrat de télé pour voir cette équipe-là. Là. Non, surtout pas là, hein? C'est Non, c'est ça. tu veux même pas payer tout court. Non, c'est ça. Donne-moi de l'argent, je vais te diffuser C'est si j'ai ça, le temps. exactement. Là. Non, ben, je pense que c'était la décision logique. Tu sais, au point de vue financier, c'est sûr que ça aurait été plus logique d'aller à Vegas, mais tu sais, on ne crachera pas sur l'argent, surtout pas dans l'organisation des Aces d'Oakland ou de Non, non. Sacramento ou de whatever. Donc, Dis pas ça. Dis pas ça. T'as c'est pas le vrai, droit de dire non, ça. non, excuse-moi, excuse-moi. Euh, Ah. mais non, si c'était la chose à faire, au moins on avance dans cette saga-là. Mhm. Mais tu sais, on a hâte qu'on passe à autre chose. On s'en va dans un petit stade qui va être très intime. C'est sûr que ça va être parfait parce que les joueurs sont déjà habitués à jouer devant des foules de 3 000 4 000 personnes présentement, à Mhm. part le match d'ouverture cette saison. Euh, donc, c'est ça. C'est un pas de plus, mais ça fait juste dénoter que tout va mal là-bas. Puis c'est pas nécessairement en allant à Vegas par la suite que tout va se régler. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on revienne à une franchise respectable. Michel qui nous dit qu'il y a en moyenne 6 400 spectateurs par match. Il y a eu un match, je pense que c'est celui de dimanche, où il y avait plus de spectateurs au match des River Cats de Sacramento, qui est l'équipe 3 des Giants, qu'au match des Aces au Colisée. Écoute, ça dit ce que ça a à dire. Mais moi, ce que je retiens dans tout ça aussi, c'est que Oakland va devenir la deuxième ville du baseball majeur qui aura perdu son équipe et qui n'en aura pas eu une nouvelle. Évidemment, là, ils n'en donneront pas une l'an prochain. Là. On est conscient que la situation est trop fraîche, mais pour l'instant, il y avait juste Montréal qui était sur cette liste-là. Donc, c'est une ville qui s'ajoute à, qui vient rejoindre Montréal dans une catégorie qui était seule là, depuis une vingtaine d'années déjà. Tu sais, c'est sûr que moi, j'étais un petit peu jeune, je me souviens moyen du départ des Expos, je vais te le concéder, mais on est conscient quand même de l'impact que ça a eu. Ça ramène des vieux mauvais souvenirs, là, de voir cette fin-là à Oakland qui est si triste pour une organisation qui a été si le fun quand même.
Ouais, c'est le même genre de débandade que les Expos ont vécu. Il y a plusieurs parallèles à faire entre les 2 franchises. Tu sais, on était allé jouer des matchs à Porto Rico dans le temps, pour les Expos. Là, on s'en va à Sacramento pour les Aces. Donc c'est un peu le même genre de fin en queue de poisson qu'on vit. C'est triste. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une franchise à Oakland dans plusieurs années. C'est un peu comme Montréal. C'est sûr que les chances sont minces à Montréal. Peut-être que les chances sont un petit peu plus élevées à Auckland. Mais c'est plate, tu sais, surtout pour les partisans. Je dirais les 52 qui restent, là, mais tu sais, il en reste des partisans des Aces, puis c'est une Ouais. triste fin. On l'a vécu ici, puis on comprend ce qu'eux vivent présentement. Chance que Matt Chapman n'a pas signé le contrat de 10 ans qu'on lui proposerait. Hein. Finalement, il a réussi à trouver une façon de rester dans la région de la baie à San Francisco. Je pense qu'il est mieux là. Mais ouais, je pense que oui. Oakland ne sera qu'un mauvais souvenir. Sylvain qui nous dit j'ai mal à mon José Canseco. Mon père qui nous mentionne que c'est un chemin drôlement semblable à celui des Coyotes dans la LNH. Il n'y a pas eu un déménagement aussi drastique entre-temps, mais c'est vrai, là, tu vas jouer dans un aréna ridicule ou tu vas jouer dans un stade des mineurs comme ça. Les deux, c'est la même situation. Hey, d'ailleurs, en parlant du stade, Sébastien, as-tu vu les commentaires du propriétaire dans son nouveau super stade intime? Ben oui. Le propriétaire qui a dit je suis content qu'on soit dans ce stade-là. C'est un petit stade intime. Ça va être le plus beau petit stade du baseball majeur, évidemment. On passe du plus gros désuet au plus petit. C'est vraiment un changement drastique. Mais il dit j'ai hâte que les vedettes viennent jouer à Oakland. J'ai hâte que nos joueurs, que Aaron Judge vienne frapper des circuits dans ce stade-là. Écoute, tu as un propriétaire qui est en train de niaiser ses partisans comme c'est pas possible. Puis là, il vient de dire j'espère qu'un joueur adverse va venir défoncer mon personnel de lanceur. C'est pas un génie qui dit ça. Il espère des points contre son équipe. Là. Il y a des limites à tanker ouvertement. Hey, Non, c'est un grand champion de course, tu sais, puis quand il parle qu'il a hâte de voir des vedettes venir dans ce petit stade-là, il parle pas de ses joueurs, hein. C'est vraiment non. il parle des joueurs des autres formations qui vont venir à Ouais, ouais. Sacramento. Donc, c'est vraiment ordinaire comme commentaire. Tu sais, de rajouter de l'huile sur le feu, la situation est déjà précaire, est déjà, tu sais, triste pour les partisans. Va pas rajouter ce genre de propos-là, puis ça fait juste dénoter, tu sais, que c'est tout croche à partir d'en haut jusqu'à la moelle. Puis c'est comme je le disais tantôt, ça va prendre des années avant qu'on retrouve une franchise respectable. Michel qui plaint les gens d'Oakland parce qu'il se rappelle comment il y a eu mal quand les Expos sont partis. Il faut plaindre les partisans, mais il y a d'autres enjeux aussi auxquels il faut penser. Pense aux gens qui travaillaient au stade. Ces gens-là vont perdre leur emploi aussi ou vont être obligés de déménager à Sacramento ou je ne sais pas comment ça va marcher. Il n'y aura peut-être pas besoin, évidemment, d'avoir autant de monde qui travaille dans un petit stade des mineurs. C'est beaucoup d'incertitudes quand même en ce moment de se dire qu'est-ce qui va se passer pour bien des gens qui dépendent. Une équipe de la MLB, on dirait que le propriétaire l'oublie, mais c'est une équipe de la MLB, c'est une machine avec beaucoup, beaucoup d'employés, bien plus que juste les joueurs. Là. Oui, exactement. Puis il y a les employés qui travaillent les jours de match. Donc, déjà là, en partant, tu as peut-être tu sais, près de 100 rencontres par année. Mais tu as les gens dans les bureaux, dans l'état-major, dans tout le point de vue administratif, qui est-ce qu'on va garder les bureaux à Auckland pendant ce temps-là? Est-ce que ce monde-là va déménager? Il y a plein de questions qui ne sont pas répondues. Puis on dirait qu'on s'en fout un peu là, du côté du propriétaire de Mhm. tout ce qui peut se passer, mais en autant que son club s'en aille un petit peu plus loin puis que les droits de télévision restent dans sa poche, il n'y a pas trop de problème. En autant qu'Aaron Judge vienne frapper ses Oui, circuits, là, tout va oui. bien. On dit-tu qu'Aaron Judge ne joue pas pour les X? Ben, peut-être qu'il n'est pas au courant, là. Non, hein, C'est déconnecté comme ça. ça se peut. Hein. Ouais, c'est ça. Michel qui en veut à Claude Brochu encore, puis en effet, là, ça ramène là, des vieux souvenirs là, qui sont pas agréables, là, cette histoire-là des Aces d'Oakland. Puis évidemment, on espère un jour que les gens d'Oakland, comme les gens de Montréal d'ailleurs, là, pourront goûter au baseball majeur. C'est pas impossible si jamais on finit par trouver dans plusieurs années un deal à Oakland pour construire un vrai stade. Donc, on verra. Sylvain là, qui croit au retour des expos d'ici 2030. Donc, gardons espoir pour ce qui est du baseball majeur. C'est optimiste. C'est optimiste. Sébastien, parlons un petit peu là, de. Tantôt, on a parlé des Blue Jays qui sont au bas du classement dans l'Est de l'Américaine.
En milieu de peloton, on retrouve les Rays à 3 victoires, 4 défaites, les Orioles avec une fiche de 4-2, les Red Sox avec une fiche de 5-2. Red Sox avec une fiche de 5-2, je sais qu'ils affrontaient les Aces notamment, là, mais ils paraissent pas mal, les Red Sox, depuis le début de la saison. Les lanceurs partants qui sont capables de lancer des 5-6 manches, juste quand un lanceur partant fait la job, normalement, ça aide à faire une différence dans un match. Oui, ça fait toute la différence, en fait. Puis les Red Sox ne jouent pas du mauvais baseball. Tu as parlé des lanceurs, ça va quand même assez bien. On tient l'équipe dans le match, entre autres avec Carter Crawford, Brian Bayo. Donc, on a quand même un bon corps de lanceurs. Mais même du point de vue offensif, la balle, bien, ça va bien quand même pour les Red Sox. C'était pas des grosses séries qu'on avait, mais on a fait le travail. Puis, tu sais, même on a affronté les Mariners, donc c'est pas nécessairement des victoires qui sont garanties, mais on est allé les chercher. Donc, c'est un bon début de saison pour les Red Sox. Il est encore très tôt. Là, on ne s'attend pas à ce que ça se produise tout au long de la saison, mais de commencer de la sorte, ça donne quand même un petit boost. Mais on pourrait surfer là-dessus encore pour quelques semaines. Puis on l'a vu l'an dernier, les Red Sox ont bien commencé la saison. Ça a été plus difficile par la suite. Ça risque d'être le même scénario, mais au moins pour les partisans des Sox, mais on a un petit bonbon. Oui, absolument. Tu sais, on en a tellement parlé en mal au cours de l'hiver. Il n'y avait rien de bon à dire sur les Red Sox. Tant mieux pour leurs partisans si on peut passer quelques semaines à en parler en bien là, avant de voir si ça s'écoulera ou pas. Mais bon, tant mieux pour les partisans des Red Sox. Mais c'est pas comme les partisans des Yankees pour qui ça va bien en ce moment. C'est parce fiche de 6 victoires, une défaite. À un certain point, là, as-tu cru à une fiche de 162-0? Non, non. Non, hein? OK. Quand même Aaron Boone, le gérant. Oui, c'est ça. Mais non, mais sérieusement, on blague un peu, mais ça a bien commencé pour les Yankees. Juan Soto, je vais dire un cliché, là, mais il vient dynamiser cette équipe-là. Ça change tout dans ce rôle offensif. Tu sais, on aurait tendance à croire qu'un joueur ne peut pas changer un alignement offensif, mais un joueur de la trempe de Juan Soto peut le faire parce que ça change toute la dynamique. Puis c'est ce qui amène dans ce vestiaire-là, c'est ce qui amène dans l'abri, c'est ce qui amène dans le rôle offensif. C'est un joueur qui aime ça, jouer au baseball. C'est un joueur qui veut performer, qui veut s'améliorer. Puis on l'a vu, ce qu'il est capable de faire sur un terrain de baseball, c'est vraiment exceptionnel. Il arrive au bâton, il essaie de tirer la balle pour un élan, ensuite est capable de pousser la balle à tous les champs, va prendre son but sur balle si le lanceur ne veut pas y donner dans la zone des prises. Défensivement, a sauvé un match, a fait un relais au marbre qui a sauvé le match d'ouverture. Donc, il est capable de tout faire. Puis, on dirait que tous les joueurs suivent ce leader-là, dont Oswaldo Cabrera, qui connaît un début de saison phénoménal. On ne l'attendait pas, est en remplacement de DJ LeMahieu à l'avant-champ, mais pour le moment, il fait le travail et plus encore que ce qu'on attendait. Juan Soto, il est hot, un vrai MVP, comme le mentionne mon père. Sébastien a mentionné qu'il est capable de tout faire. La seule chose, je pense, qu'il est capable de ne pas faire, puis là, je pense que tu peux regarder mon petit sourire et dire que je vais te dire une niaiserie, là. Mais la seule Ah, chose qu'il est capable de ne pas faire, c'est de signer un contrat avant d'atteindre l'autonomie. oui. Mais Non, en ça même temps, n'arrivera pas. En ce moment, le temps est en train de se donner raison. Il a refusé Oui. 440 millions de dollars à Washington. Si tout va bien, évidemment, une blessure peut arriver ou une mauvaise saison, peu importe, ça n'a pas l'air de ça, mais en tout cas, si ça va bien, il va dépasser le contrat de 500 millions de dollars, là, que ce soit avec les Mets, les Yankees ou une autre organisation. Moi, j'ai le feeling que ça va être une bataille entre les deux New York, là, je ne sais pas toi. Mhm. Oui, il y a des grosses chances que ce soit ça qui se produise. Mais tu sais, juste le fait d'être protégé par Aaron Judge dans l'alignement, ça change tout. Tu sais, je ne dis pas que Ouais. quand il était à San Diego, il ne performait pas. Non, il performait, mais ce n'est pas la même chose. Là, présentement, il peut tout faire parce qu'il sait qu'Aaron Judge est derrière lui, va le pousser au marbre. Donc, ça va augmenter sa valeur d'avoir cette protection-là. Puis, de performer à la hauteur de son talent aussi, en ayant, pas nécessairement en ayant le rôle de traîner ce club-là à lui seul, mais en ayant d'autres joueurs autour de lui qui peuvent le faire aussi, mais ça va l'aider. Parle-moi un petit peu du personnel de lanceur du côté des Yankees. J'imagine que Nestor Cortez est ton deuxième MVP en ce moment. Oui, ben oui, hein? C'est tout le monde sauf Nestor Cortez. Ouais, c'est ça. Nestor Cortez, il faudrait qu'il commence à justement commencer les matchs. Il y a vraiment de la difficulté en première manche. Lors de ses 2 départs, ça a été catastrophique. Il y a une fois que l'attaque et la relève l'ont sauvé.
dans la deuxième rencontre, ben, ça a été la seule défaite des Yankees. Donc, présentement, c'est le partant numéro 1, mais il ne fait pas le travail, mais c'est le seul. Pour le reste de cette rotation de partants-là, vraiment, on tient le fort. On réussit à amener les rencontres assez loin. Donc, la relève peut prendre la suite des choses par la suite. Donc, ça va bien au monticule, à l'exception de Nestor Cortés. Sébastien, je veux qu'on parle un petit peu de Jackson Holliday qui a été envoyé dans le 3 pour commencer la saison. Est-ce que c'est une question de manipulation de temps de service? Je suis pas certain avec la nouvelle réglementation qui a été mise. Est-ce que c'est une raison dont on le trouve trop jeune? C'est certainement pas une raison de il a connu un mauvais camp d'entraînement parce que c'est totalement faux. Je pense, ceci étant dit, qu'il s'en vient bientôt. Là, j'ai l'impression qu'on va le rappeler peut-être au cours du mois ou quelque chose comme ça. Mercredi soir, son équipe, les Tides dans le 3, qui a connu quand même appelons ça un fort match, là, un petit 26 points comme ça on the side. Là. Ils sont bons, les Orioles. Hein? Légèrement. Ils sont bons maintenant, puis ils vont être bons plus tard aussi. Donc, c'est le club 3A qui performe à ce niveau-là, dont Jackson Holliday, qui, lors du match d'ouverture à Norfolk, avait tout cassé. Encore hier, mercredi, a connu une très bonne rencontre, comme tous les autres joueurs de la formation. Donc, c'est vraiment un futur qui est prometteur à Baltimore. Puis est-ce que c'est tellement un futur prometteur que présentement, on n'a pas nécessairement de place à lui accorder sur une base régulière? Est-ce qu'on a peur qu'il ne performe pas au niveau qu'il performe présentement? Il y a peut-être un peu de ça, mais il faut lui faire une place dans cet alignement-là. Et il le mérite trop. Puis je ne vois pas comment ses performances au niveau 3A ne vont pas se répercuter dans la MLB. Sébastien, on est sur le point de passer à la période des questions. D'ailleurs, là, si vous avez certaines questions par rapport au baseball majeur, que ce soit à propos de n'importe quelle des 30 équipes, n'hésitez pas à nous la poser là, durant le live. On va y répondre d'ici les prochaines minutes. Mais avant, Sébastien, je voulais te lancer sur Anthony Rendon, qui fait toujours jaser de lui pour les mauvaises raisons. Premièrement, il a l'air d'une excellente personne. Deuxièmement, il a l'air d'adorer le baseball. Troisièmement, j'adore dire la vérité. C'est un gars qui fait réagir pour les mauvaises raisons. Une semaine après le début de la saison régulière, il affiche une moyenne de 0. Je ne suis pas aussi bon en mathématiques que toi, mon cher, mais je pense que ça veut dire 0 coup sûr. 0 comme dans Ouellet. Il ne se passe absolument rien chez Anthony Rendon. Puis il a dit lui-même, il n'aime pas ça jouer au baseball. Fait que, tu sais, est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Si tu n'aimes pas faire quelque chose, probablement que tu n'y mettras pas les efforts nécessaires pour performer. Puis c'est exactement ce qui se passe présentement. Puis moi, je me mets dans la peau de Mike Trout. C'est triste, ennemi. Je ne sais pas ce que ce gars-là doit penser en ce moment. Tu sais, les 2 premiers matchs des Angels, ça s'est vraiment pas bien passé. Là, ça va un peu mieux. Mais de voir un gars qui gagne ce salaire-là, qui se traîne les bottines, que ça ne tente pas de jouer au baseball, mais qui est là quand même, puis qui n'a aucun coup sûr cette saison, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Je vais rester là toute l'année en sachant très bien qu'il n'y a aucun espoir pour cette formation-là, ou je vais demander une transaction, puis c'est ce qui risque d'arriver dans les prochains mois. J'espère qu'il va finir par demander une transaction parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, quand tu perds Shohei Ohtani, puis tu dois le remplacer, Rendon était déjà là, mais tu dois le remplacer comme sidekick par un gars comme Anthony Rendon qui a un WAR de moins 0,5. Ce que ça veut dire, là, le WAR, c'est le nombre de victoires que tu procures à ton équipe si on te remplaçait par un joueur moyen dans le baseball majeur. En une semaine, avoir un WAR de moins 0,5, ça veut dire qu'en une semaine, t'as coûté à toi seul une demi-victoire à ton équipe. C'est beaucoup une demi-victoire en une semaine. Oui, je ne sais pas comment on fait pour avoir un WAR de moins 0,5 après 7 jours, mais lui a trouvé le moyen de le faire. Peut-être qu'il est en train de se sortir lui-même du baseball majeur. C'est peut-être ce qu'il veut aussi. Mais quand c'est rendu que tu nuis à ton équipe à ce point, après seulement 7 jours, ben, ça dit tout. Ce sera à suivre. C'est un petit peu décourageant là, ce qui se passe présentement là, du côté d'Anthony Rendon, mais bon, ils sont pognés avec pendant une couple d'années. Là. Ils ne veulent pas signer des joueurs autonomes qui les aideraient, genre des Blake Snell, là, qui criaient pratiquement je veux signer avec les Angels, je veux signer avec les Angels. Mais on préfère signer des frappeurs qui ne feront rien. Donc voilà, c'est ce qui se passe là, du côté des Angels. Sébastien, on a quelques questions qui commencent à rentrer. Donc, présentons-nous tout de suite à la période de questions.
Avant de commencer la période de questions, là, je veux afficher, on a reçu des commentaires de Emilio Briru qui nous salue malgré notre accent caractéristique et nos expressions locales. D'ailleurs, au moment où j'ai lu ça, Sébastien t'a dit zéro comme dans Ouellette, donc je trouvais ça assez ironique. Zéro comme dans Ouellette qui veut dire pas du tout, mon cher Emilio. Il prend plaisir à nous écouter du début à la fin. Il vient de France et on l'aide à améliorer sa compréhension du baseball de la MLB. Donc, merci de nous écouter, que vous soyez en France, que vous soyez au Québec ou partout dans la francophonie à travers le monde. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de partager avec les auditeurs. Sébastien, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller avec le format live pour avoir l'interaction en direct avec les gens. Et on a déjà quelques questions qui sont rentrées, donc on va y répondre dès maintenant. Mon père qui nous demande qu'est-ce qui se passe avec les Marlins en ce début de saison. Une équipe qui est incapable d'acheter une victoire. Non, il ne se passe absolument rien. Puis on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui aussi que Yuri Perez va subir une opération de type Tommy John, va rater toute la saison. Donc, il n'y a rien qui fonctionne en ce moment à Miami. Puis ça pourrait ouvrir la porte à des transactions. On sait déjà que les Marlins sont toujours dans les rumeurs, les discussions d'échange quand vient la date limite des transactions, quand vient la saison morte. Mais là, ça risque de s'intensifier peut-être un peu plus tôt dans la saison parce qu'on s'en va nulle part. Puis on ne voit pas vraiment d'espoir. Tu sais, déjà, avec tous nos joueurs en santé, on savait que ça allait être quand même difficile. Mais là, on a des blessés, puis on n'est pas capable d'acheter une victoire. Donc, ça va être dur de remonter la pente. Puis on risque de se retourner de côté, puis d'essayer de vendre les éléments qui ont le plus de valeur, qu'on n'aura pas nécessairement à long terme. Rosenthal qui a pondu un article le mercredi soir, si je ne me trompe pas. Jesus Luzardo, qui est un joueur à surveiller. Luis Arraez, qui est un joueur à surveiller. Je me permets d'ajouter Tim Anderson aussi, qui est sur un contrat d'un an à salaire moindre. Donc, évidemment, si un gars comme Anderson connaît une bonne saison, lui pourrait être un candidat à être échangé et recevoir un super espoir de catégorie B. Oui, ben c'est souvent ça qui arrive, mais tu sais, tant qu'à le perdre pour rien, s'il y a une formation qui est un peu désespérée, ben on va conclure une transaction, puis on va avoir quelque chose en retour au lieu de le perdre pour absolument rien parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il revienne l'an prochain avec les Marlins non plus. Non, exactement. C'est un arrêt, probablement un arrêt d'un an ou moins pour les Marlins qui ont engagé Peter Bendix comme président et DG, un apprenti de l'école des Rays de Tampa Bay avec le budget des Marlins. Donc, attendez-vous à ce que toutes les transactions soient envisagées. C'est pas parce qu'on avait une belle équipe l'an passé, construite par une GM qui avait le tour, puis qui a réussi à ramener les Marlins en série, qu'on a décidé de garder le momentum, puis de continuer de mettre ne serait-ce qu'un peu d'argent dans cette équipe-là. Non, 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 on préfère tout casser. C'est bien plus efficace, Sébastien. Ben oui, voyons, Charles, je ne sais pas pourquoi tu doutes de cette stratégie-là. Là. C'est tout à fait logique. Excuse-moi, je suis désolé. Là, on dirait que je regarde ce que les Orioles font, ils ont un nouveau propriétaire qui va mettre de l'argent, puis je me dis non, 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 c'est pas ce genre de marché-là qu'il faut qu'il Non, il fonctionne. faudrait pas. Denis, qui nous félicite pour notre excellent travail. Merci beaucoup, Denis, c'est très apprécié. Pensez-vous que les Pirates sont potentiellement un aspirant aux séries éliminatoires? Il y a eu un bon début de saison, Sébastien, c'était contre les Marlins, justement, et si je ne me trompe pas, les Nationals aussi qui étaient au menu. Ça a permis d'aller chercher beaucoup de victoires. C'est intéressant parce que ils ont des jeunes lanceurs qui s'en viennent, puis on n'est pas dans 4 ans, donc ils ne sont pas encore échangés. Donc ça, c'est le fun pour ça. Mais Mitch Keller qui est là à long terme, t'as Paul Skeens qui s'en vient, t'as Jared Jones qui est arrivé dans le baseball majeur, qui a connu des bons débuts aussi. T'as O'Neill Cruz qui est de retour en santé, Brian Hayes est là, Andrew McCutcheon. T'as quand même des éléments, Ryan Reynolds, qui sont le fun dans cette équipe-là. Est-ce que c'est assez pour aller en séries éliminatoires, ceci dit? Ben, c'est une bonne question. Si on se rend en séries éliminatoires, ça va passer par le titre de la division, selon moi. On a une des deux divisions les plus faibles du baseball majeur, fait qu'on pourrait en profiter. Puis oui, tantôt, tu disais c'est contre les Nationals. Si je ne me trompe pas, avant d'enregistrer, ils menaient 7-2 encore les Pirates, donc ça allait encore une fois très bien. C'est des formations quand même de second ordre, donc tu sais, on ne faut pas nécessairement s'énerver, mais ça va bien présentement, puis on pourrait surfer sur cette vague-là encore longtemps. Puis on a, comme tu l'as mentionné, on a de très bons jeunes, on n'a pas de pression. Des fois, si on a du plaisir à jouer au baseball, ça peut nous amener loin. Puis dans une section qui est plus faible,
Mais si on prend les devants dans cette section-là, puis on maintient le rythme, mais là, c'est plus difficile pour les autres formations d'essayer de nous rattraper. Puis on a des matchs intra-division, donc il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, puis là, on peut prendre du terrain. Sylvain, qui a une sous-question là, par rapport aux Pirates, justement. Est-ce que tu vois les Pirates aller chercher un bon joueur en cours de saison? Ça, je suis moins sûr. Il faudrait qu'il y ait quand même une avance intéressante parce que c'est pas dans l'ADN de l'équipe. Sébastien, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu sais, d'aller ajouter tant que ça au payroll. Ceci étant dit, on dit ça, en même temps, l'équipe a quand même été signée des vétérans sur le monticule, à commencer par un gars comme Haroldis Chapman. C'est rare qu'on met 10 millions de dollars en relève du côté des Pirates. Donc, qui sait, Sylvain, mais moi, j'ai l'impression que je suis pas certain. Que ça va prendre vraiment une saison extraordinaire pour faire ça. Ouais, je suis du même avis. Même dans les années où est-ce qu'on se rendait en série, qu'on jouait au moins un match de wild card, on n'avait pas nécessairement l'habitude d'ajouter beaucoup de pièces au casse-tête. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ajoutera pas, mais d'aller chercher vraiment un bon joueur qui coûte cher, je serais très surpris. Emilio qui nous répondait là, tantôt sur Anthony Randon. Il est devenu il est devenu antipathique avec son comportement depuis son gros contrat chez les Angels, toujours blessé, beaucoup moins de points produits. On s'entend, là, il y a tous les défauts du monde en ce moment, puis c'est une cible là, très, très, très facile du côté des Angels. On a un commentaire, Sébastien, ici, une question de Sylvain. Deux joueurs qu'il aimait bien qui se sont effondrés. Manoa et le MVP de la Série mondiale il y a 2 ans, Jérémy Peña. Comment de si grands talents peuvent en perdre aussi rapidement, selon vous? As-tu une explication pour ces deux joueurs-là qui en ont perdu? Tu sais, jusqu'à quel point le cadran des lanceurs a pu affecter Manoa, jusqu'à quel point la gang de la deuxième année a frappé Jérémy Peña? Tu sais, y a-tu plus que ça? Ben, tout d'abord, il y en a un qui s'est effondré plus que l'autre, ça, il faut le mentionner. Ouais, en Quand effet. même, donc, tu sais, il y a plusieurs facteurs. Tu as mentionné la gang de la deuxième année. C'est dur de maintenir ce rythme-là à un si jeune âge, donc c'est un facteur. Tu sais, mais il faut prendre dans l'ensemble, je pense que, tu sais, Peña a beaucoup plus de chances de se relever que Manoa, entre autres en raison de son attitude. Tu sais, si ça fait une différence, tu peux connaître des insuccès, mais si tu as une bonne attitude, tu vas remonter beaucoup plus rapidement au sommet que si tu as une attitude du style, de Manoa qui, même quand il avait du succès, avait pas nécessairement la bonne. On a une dernière question pour le moment d'Emilio. Si vous avez une petite question, vite fait, n'hésitez pas à nous la poser parce qu'on va mettre fin au podcast là, dans les prochaines minutes. Pensez-vous que Boras arrivera à obtenir un contrat plus énorme à Soto que celui de Otani? Emilio qui en doute, ça semble même grotesque parce que personne ne sera jamais plus payé qu'Otani. C'est l'exception nippone. J'ai tendance à être d'accord avec toi, Emilio, parce que Otani est payé pour 3 aspects. Frapper, lancer, mais surtout, niveau marketing. C'est de loin le joueur qui génère le plus de profit personnel en termes de marketing. Il n'y a pas un joueur qui dépasse les 10 millions de dollars et lui, il est à 65 millions de dollars. Ça n'a aucun rapport, il est sur une autre planète. Il fait de l'argent lui et il fait faire de l'argent à son équipe. Donc, c'est pour ça que les Dodgers lui ont offert, entre autres, un aussi gros contrat. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les paiements différés aussi. Il va être payé beaucoup, beaucoup dans le futur. Donc, ça affecte la valeur aujourd'hui du contrat. Donc, je ne pense pas que Soto puisse le dépasser, même si c'est ce qu'il veut, selon ce qu'on entend. Mais Sébastien, je ne m'attends pas à ce qu'il dépasse 700 millions de dollars argent différé ou pas. Non, même chose de mon côté. Tu sais, il faut pas négliger. Je te parlais de l'aspect marketing, mais il ne faut pas négliger le marché japonais. C'est énorme. On n'a pas idée à quel point c'est gros. Puis Juan Soto n'a pas ce marché-là avec la République dominicaine. Donc, déjà là, en partant, on a une perte du côté de la formation qui va le signer si on le compare à Otani. Puis Juan Soto, aussi bon soit-il, ne lance pas sur la butte pour une équipe de la MLB. Donc, on a un autre avantage pour Otani. C'est deux types de joueurs. Juan Soto peut faire des choses qu'Otani ne peut pas faire, mais de là à avoir le même contrat ou sinon plus, je ne vois pas ça arriver. Sébastien, moi aussi, j'ai une petite question pour toi. C'est pas une question baseball, ceci étant dit. Ma question, c'est où est-ce qu'on peut nous retrouver, autant niveau podcast que niveau sur le site web? Ben, tout d'abord, sur le site web passionmlb.com, on publie des articles à tous les jours. On se colle sur l'actualité. Donc, tout ce que vous avez à savoir sur le baseball majeur, ça s'y retrouve. Maintenant, pour le podcast, en plus des 3 plateformes où est-ce qu'on est diffusé présentement en live, donc Facebook, Twitter ou X
ou YouTube, bien, on est sur les plateformes de podcasts comme Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Donc, peu importe la plateforme que vous utilisez, on y est. Puis, n'hésitez pas à vous abonner également. Puis, merci à tous d'être aussi nombreux à nous écouter. C'est toujours un plaisir de partager l'actualité baseball de la semaine avec les amateurs. Très content qu'on ait relancé ce projet-là, Sébastien. Merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir de le partager avec toi aussi, évidemment. Merci à toi. Oui, c'est vraiment un plaisir à chaque semaine. Et là, Sébastien, on a une petite surprise pour nos auditeurs. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la surprise que vous attendiez, mais dans les derniers épisodes, on finissait ça dread sec. Et quand les gars de la triple menace sont arrivés, ils nous ont dit, coudonc, vous avez une super belle intro, mais vous n'avez pas d'extro comme ça. Donc, Sébastien nous en a concocté une. On va se laisser là-dessus. Puis, Sébastien, j'ai envie là, que tu nous présentes là, notre petit extro de fin. On y va.